Très bien, alors on va essayer de faire ce qu'on appelle une exploration talmudique. Ça veut dire que on va voir comment un sujet de halakha renferme en lui en permanence des problématiques extrêmement profondes. On va essayer de guider de la façon suivante. Vous avez un document sous les yeux. Le premier rencadré, donc qui est traduit donc systématiquement gauche et droite, gauche en hébreu, araméen, droite en français. Le premier encadré concerne une parole de la Mishnah, une Mishnah tout simplement, qui se trouve donc dans la Gemara de Souka. Ça c'est donc le premier encadré. Le deuxième encadré, ça va être le développement de la Gemara. Vous savez tout ce que la Gemara vient expliquer, expliciter les non-dits de la Mishnah, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à un déploiement beaucoup plus large. Et vous verrez donc, je vous ai marqué en rose. Ouais, un petit rose, c'est le Rashi, donc c'est le commentaire essentiel de la Gemara, le Rashi. Et ensuite, on va, dans le troisième encadré, amener une Gemara qui parle un petit peu du même thème, qui va permettre de faire jaillir, a priori, une contradiction entre la première Gemara, la Gemara numéro 1 et la Gemara numéro 2. Et vous voyez donc en bleu et en jaune, ouais, donc les deux stabilos bleu et jaune, ça va être les tentatives de réconciliation des deux Gemarot entre d'un côté Tosfot et de l'autre le Meiri qui sont des maîtres du Moyen-Âge. Donc on va faire une sorte d'arborescence comme ça, une navigation. On commence par la Mishnah, on voit la Gemara, Rashi, à l'issue de quoi on va essayer de confronter les Gemarot et de voir quelles sont les tentatives de solution qui sont apportées par les maîtres du Moyen-Âge. Alors, je commence par la Mishnah. La Mishnah, donc je ne l'ai pas inscrite intégralement, le texte nous dit Lulav agazul va'yavesh. Ça veut dire un lulav, donc c'est la fameuse branche de palmier qu'on agite pendant les jours de Sukkot, agazul. Donc imaginons qu'un bonhomme il est volé, il était dans un magasin, il a volé le lulav. Ouais, des fois il y a des prix un petit peu trop onéreux, donc il se dit bon, il ne me voit pas, tac, je pique le lulav agazul. Le lulav agazul va'yavesh, ou bien le lulav qui est sec. Ouais, ça veut dire qu'il a trop été exposé au soleil, il n'a pas assez été, irrigué, il est sec. Ouais, si tu le prends par exemple, ben, tu vois qu'il s'effrite un petit peu. Bon. Alors le texte dit pasoul, c'est impropre, ouais, impossible. La Gemara continue, la Mishnah continue, Shala Shira Veshale Irian Gachat. Imaginons que ce lulav vient d'un arbre, ouais, qui a servi d'Avodah Zara, le Etz Shira. Donc c'est c'est un arbre donc, qui sert d'Avodah Zara, ou bien un Shel Ir Adidachat, ou bien d'une ville vouée à l'Athènes, qui a été mise en excommunication. Alors il est aussi pasoul. La Gemara va continuer, la Mishnah va continuer, en listant par exemple des problèmes. Imaginons que Niktam Rocho, je ne l'ai pas marqué ici, Niktam Rocho ça veut dire, imaginons qu'on va couper la tête. Le lulav il a la tête coupée. Pasoul aussi, un problème. Ensuite, la Mishnah va continuer en disant Nifretsu alav. Le lulav, c'est que en fait, ce sont le lulav, donc c'est l'épine dorsale qui est bordée de part et d'autre de branches, c'est une branche qui est bordée de part et d'autre de feuilles qui sont collées à la colonne vertébrale. Ouais. Maintenant, imaginons que on les ait déployées totalement, les feuilles. Ouais, donc elles sont presque déconnectées de l'arête centrale. Alors Nifretsu alav, on dit pas sur. La Mishnah dit pas sur. Donc là, Mishnah commence par nous lister les cas de lulav qui sera impropre à la consommation, qui sera impropre à la mitzvah. Donc voilà, c'est ce que dit la Mishnah maintenant. La Gemara embraye directement. La première question de la Gemara est la suivante. Kapasik vetane. Elle reprend donc l'expression lulav agazul. Donc le premier mot de la Mishnah, que le lulav agazul, c'est-à-dire le lulav qui a été dérobé, qui a été volé, il est pasoul. La Gemara pose une question. Kapasik vetane, tu ne fais aucune distinction l'oshana beyantov rishon ve l'oshana beyantov sheni. Et je ne comprends pas. Lorsque tu dis qu'un lulav qui est volé, il est pasoul, il a un problème. Ça veut dire que peu importe le jour de l'utilisation, vous savez qu'en fait on va utiliser le lulav pendant 7 jours, ouais, le premier jour, le deuxième jour, et il est vrai que
en tout cas en Chutz-Laaretz, comment dire, l'extérieur d'Israël, le deuxième jour, c'est un jour de Yom Tov, qui est un jour, comment dire, Yom Tov Sheni, c'est-à-dire que c'était un jour qui, par le doute du calendrier, fait qu'en fait on fait Yom Tov. Mais en fait, j'ai même pas besoin de rentrer dans Yom Tov. En deux mots, la Torah a dit Ulkartem lachem bayom harishon. Vous devrez prendre le premier jour, Peri Etz Adar, comment dire, le fruit de l'arbre splendide, donc c'est le Etrog, de Kapot Temarim, ainsi de suite. Donc la Torah nous a défini ce qu'on doit prendre et quand on doit le prendre. Le texte nous dit Bayom harishon, le premier jour. Le premier jour de Sukkot, tu dois prendre un lulav. Maintenant, Ulkartem dit le texte lachem, vous prendrez pour vous. Ouais. Maintenant, ça c'est ce qui définit le premier jour. Maintenant, lorsque, ça c'est le verset, lorsque la Gemara observe la loi de la Mishnah qui dit que le lulav agazul n'est pas soul, que le lulav agazul n'est pas soul, ça veut dire que le lulav qui a été volé il n'est pas soul, elle pose la question, lo shana beyom tov rishon ve lo shana beyom tov sheni, je comprends pas. Peu importe quel jour on est, si on est le premier jour ou bien le deuxième jour, sous-entendu c'est un, comment dire, c'est une, pardon ? C'est au même niveau, c'est une relégation, c'est que lorsque c'est volé, c'est foutu. Peu importe le premier jour ou le deuxième jour. Et donc la Gemara demande, s'interroge, Bishlama Yavesh, ça va bien si on a un lulav qui est Yavesh, c'est-à-dire qui est sec. Adar Bainan Velika. Alors là j'arrive à comprendre pourquoi il n'y a pas de distinguo entre le premier jour et le deuxième jour. Ouais. C'est-à-dire que le lulav à Yavesh, un lulav qui est sec, c'est pas un lulav. C'est un lulav qui est sec, c'est un lulav à qui il manque l'appellation Adar qui veut dire magnifique. Ouais. Or, puisque le minimum du magnifique, c'est qu'il ne soit pas sec. Parce que sec, il est presque mort. Donc, que tu me dises que aussi bien le premier jour que le deuxième jour, tu devrais te mettre plutôt en face, on se verra mieux. Que tu me dises que le premier jour ou bien le deuxième jour, tu fais juste attention au portable là. Que tu me dises que le premier jour ou le deuxième jour, il est, comment dire, il a un problème, comment dire, il est interdit parce qu'il est sec, j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas de distinguo. En revanche, Bijama Yavesh Adar Bainan Velika, on a besoin du côté splendide, beau, il ne l'est pas. Et là, Gazoul, mais Gazoul, ouais, mais lorsqu'il est volé, Bishlama Yom Tov Rishon, j'arrive à comprendre pourquoi le premier jour tu interdis quelque chose qui a été volé. Dirtiv lachem, Michel lachem, lorsque le texte de la Torah te dit Ulkartem lachem, vous prendrez lachem pour vous. Ouais. Donc j'en déduis, c'est pour moi que je fais. Et alors t'as multiplié attention, c'est pas que pour toi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement que tu vas t'approprier la mitzvah, c'est que Michel lachem, de toi. Tu prendras pour toi, mais de toi aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça doit venir de toi, c'est ta propriété. Ouais. Donc, je vois d'entrée de jeu dans la définition même de la mitzvah du lulav que la Torah a obligé de prendre son propre lulav. Ouais, tu peux pas le voler, donc si il est volé, c'est pas le tien. Donc ça, je comprends que le premier jour, mais le texte de la Torah dit Bayom harishon. Donc maintenant, le fait que toi tu fasses la mitzvah du lulav le lendemain et le surlendemain, qui m'empêcherait de prendre un lulav gazou, c'est-à-dire c'est interdit de voler, c'est une chose, mais une fois que je l'ai volé, qui m'empêche de m'acquitter de mon devoir d'agiter le lulav le deuxième jour? Donc c'est la question de la Gemara. Bishlama Yom Tov Rishon, dirtiv lachem, Michel lachem. Et la Beyom Tov Sheni, Amailo, pourquoi pas? Réponse. Donc on a compris le problème ou pas? C'est clair? C'est-à-dire, encore une fois, si par exemple tu as un lulav, la tête est coupée, ou bien il manque il est sec. La tête coupée, tu dis c'est plus un lulav. Il y a peut-être tout un lulav. Donc je comprends qu'en fait, c'est même pas que tu prends un lulav. En revanche, le lulav qui est gazoul, qui est volé, ouais, c'est un lulav parfait. Sauf que j'ai fait quelque chose d'immoral dessus. Maintenant, le fait que j'ai fait quelque chose d'immoral, ça veut dire, pourquoi c'est immoral? Parce que la Torah veut que ce soit le tien. Ouais, la reine. Indépendamment du fait que tu as fait une bêtise dessus. Mais il faut en plus que ce soit le tien. Donc comme c'est pas le tien, donc tu peux pas agiter un lulav. En revanche, le lendemain, puisqu'il n'y a plus besoin que ce soit à toi, donc je peux très bien, une fois qu'il est volé, le prendre et le faire. Ou bien, ne serait-ce que l'emprunter à quelqu'un. Ouais, par exemple, le fait que le lulav doit être le tien, ouais, c'est aussi que tu peux pas l'emprunter non plus. Regarde, il a un lulav, je peux pas lui dire, écoute, passe-le-moi les premiers jours, je peux pas lui faire. Soit il me le donne complètement et c'est le mien, je peux être quitte, sinon je peux rien faire. Ouais. Donc le lachem t'oblige ta propriété. Maintenant, ce lachem n'existant pas le deuxième jour, donc il n'y a aucune raison, ouais, de rendre invalide un lulav qui aura été agité, qui aura été pris, qui aura été volé, ouais,
et de l'utiliser le deuxième jour. Alors maintenant, à partir de là, la Gemara amène le dossier que j'ai envie qu'on étudie maintenant ensemble. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Rabbi Yochanan, un maître de la Mishnah, va dire au nom, un maître de la Gemara, excusez-moi, tant pour moi, je suis un peu embrouillé, va dire au nom d'un maître de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux auteur du Zohar, Mishum de Avele Mitzvah Abba Be'avera. Car, en fait, l'interdiction du deuxième jour n'est pas due au fait que c'est pas le tien, qui a pas de la reine puisque c'est pas un problème, mais le fait que tu as, ça s'appelle une mitzvah, Abba'a, qui vient à l'issue, Abba'a, Be'avera, qui vient à l'issue d'une avéra. C'est-à-dire, tu as volé le lulav, et après, tu t'apprêtes à faire une mitzvah avec. Et bien ça rend impropre, comment dire, l'utilisation du lulav. Je vous ai marqué au niveau des codes de couleur, enfin de grosseur surtout, comment dire, le Rashi. Ouais, donc en fait, je vous propose de lire d'abord la Gemara une première fois, et après on lira avec Rashi pour voir un petit peu comment Rashi rentre les choses. Pour l'instant, on se fait une première idée de la Gemara. Là, c'est bon ou pas? Donc, la Gemara nous amène ici un principe que ce qui justifie la façon dont la Mishnah a parlé de façon très concise qu'un lulav qui est volé est impropre, alors ça va dépendre des jours, les raisons. Tu vas pas dire pourquoi? Eh ben je te dis, si c'est le premier jour, parce qu'il y a marqué la reine, c'est notre toi et c'est pas toi. Et si c'est le deuxième jour, à partir du deuxième jour, c'est pour une autre raison, un principe, qu'on peut appeler la morale, je sais pas comment on appelle ça. Non. Mitzvah Abba Be'avera. C'est une mitzvah qui vient à l'issue, ou peut-être à l'issue d'une Avera. Chez Nehemar, et donc le Rabbi Shimon Bar Yochai va pas simplement flanquer une sorte de logique morale, il va nous amener un verset. Chez Nehemar, Ve'evetem gazul vetapisear. Vous allez amener, donc c'est un verset dans la Bible, qui dit que Ve'evetem gazul, vous allez amener un gazul, c'est-à-dire un volé, alors on parle ici des corbanotes. On n'est plus dans les loulaves, mais on est aussi dans le point commun avec notre loulave, c'est qu'en fait c'est volé. Donc imaginons qu'un bonhomme, il a envie de remercier Hachem, parce que je sais pas, il a gagné au loto. Et comme c'est un gros picsou, alors la vache qu'il va amener, au lieu de l'acheter avec tout le fric qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il fait? Il va la voler. Il va la voler, il va dire merci Hachem, je te remercie de m'avoir fait gagner au loto. Alors, Ve'evetem gazul vetapisear. Vous allez amener le gazul, c'est-à-dire la vache volée, ou bien le pisser. C'est quoi le pisser? C'est le boiteux. C'est un animal qui est boiteux. Or, un animal boiteux ne peut pas être amené. Il faut qu'il soit parfait. Vetacholé, ou bien, et tu peux amener aussi le malade. Le malade aussi, on ne peut pas l'amener. Alors, la Gemara fait une analyse des psulim qui sont marqués dans le verset. C'est-à-dire que, on t'a parlé d'une liste de sacrifices impropres. Il y a le gazou, le volet, il y a le pisser, le boiteux. Et la Gemara dit, c'est bizarre, on a mis dans la même auberge, à la fois le volet et le pisséar, le boiteux. Elle en déduit que cette proximité des deux raisons qui rendent impropre le korban, vient aussi nous renseigner, c'est pas simplement un listing aveugle, mais il y a une cohérence de proximité. C'est quoi cette cohérence de proximité? Ma pisséar l'ikletakanta. De la même façon qu'un korban boiteux, parce qu'il a un problème, il a été endommagé, ou bien il est né avec, une certaine infirmité, de la même façon qu'il n'aura absolument aucune solution, oui, parce que c'est un problème, Avgazul l'ikletakanta. De la même façon, un korban qui aura été volé n'aura pas de takana, il n'y aura pas de solution. C'est-à-dire que la proximité du terme gazoul volé avec le boiteux nous indique et nous convoque à regarder le vol de l'objet comme étant une sorte de tache indélébile sur l'objet. Au même titre que le côté boiteux est une tache indélébile, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une infirmité et qui n'est pas réparable. On ne parle pas d'une petite fracture, on parle d'une infirmité. De la même façon, il existe l'acte de voler à greffer à l'objet cette forme d'infirmité. C'est pour ça qu'en fait la Gemara lit les choses. L'Oshana, et donc la Gemara va dire attention, l'Oshana lifnei yush ve l'Oshana le'achari yush. Peu importe lorsqu'on a volé un objet, peu importe si on se situe avant que le propriétaire ait abandonné l'affaire, ça veut dire que
il y a deux phases dans un vol. Il y a une phase durant laquelle le bonhomme est tellement, est déçu, donc il va partir à la recherche du voleur. Donc on lui a volé quelque chose, le bonhomme il est surexcité, il dit bon écoute, il faut que je le trouve, donc il y croit encore. Puis arrive un moment, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine raison, il dit bon c'est foutu, je fais yiyouch. Yiyouch ça veut dire abandonne. Je lâche l'affaire. Maintenant, cette disposition du propriétaire va entraîner des incidences par rapport à l'objet. Tant qu'on est avant l'abandon du propriétaire, l'objet s'appelle un objet volé. Une fois que le propriétaire abandonne, lâche le morceau, ouais, il dit bon bah, c'est foutu, tout le monde m'a dit que je ne pourrais jamais le retrouver, ouais, une personne qui perd une bague à la mer, il va chercher, il va prendre un bonhomme qui va chercher, là, qui va faire de la plongée sous-marine pour trouver une alliance, c'est possible, ouais. Le mec fait youch. Donc l'homme grenouille qui se trouve en bas qui récupère l'anneau, il peut être tranquille, qu'il peut le prendre. Enfin, il peut prendre, ça veut dire qu'en tout cas, c'est pas volé. C'est sûr que la personne a fait youch, c'est-à-dire qu'il a abandonné l'affaire. Et donc, la première personne qu'il trouve, c'est pour lui. Ouais, j'avais un copain, par exemple, à qui on avait volé son vélo. Ça se passait à Nevrak. En fait, c'était assez incroyable. Et donc, il avait été volé. Et puis, d'un coup, il a revu le vélo, comment dire. Un copain à lui a revu le vélo parce qu'il avait réussi à le. Enfin, il avait un truc de spécial, le vélo. Il l'a revu, il y avait un bonhomme, donc un habitant de Biarritz qui roulait dessus. Et c'était évident, comme c'était une personne très, très religieuse, c'est sûr qu'il n'avait pas volé. Donc en fait, il a compris qu'il y avait dû avoir un bonhomme qui a volé le vélo et qu'il a ensuite revendu. Donc c'était un objet de recel. Et donc j'ai un copain qui a repéré l'objet, il a appelé son copain en disant voilà, j'ai retrouvé ton vélo. Donc, il a essayé de bloquer le truc et son copain lui a dit, écoute, maintenant j'ai déjà abandonné, donc je ne peux plus le reprendre maintenant. C'est-à-dire qu'il a été déjà revendu, mais depuis longtemps j'ai abandonné l'affaire, donc là maintenant je ne peux plus venir en disant ouais, c'est mon affaire. Non. Une fois que le bonhomme il l'a dans ses mains, c'est à lui. Parce que j'ai déjà abandonné, donc bref, ça c'est faire partie des lois. Donc ça veut dire que puisque le verset est en train de jouxter à la fois le pisser, le boiteux et le volet, ça veut dire que le volet a une tâche indélébile, a une infirmité. Et si ça veut dire c'est indélébile, ça veut dire toujours. C'est-à-dire que toujours, que ce soit au moment de la prise, alors que le propriétaire est encore accroché à l'objet, ouais, donc il y croit encore, ou que ce soit après, dans tous les cas de figure. Qu'est-ce qui est intéressant après? Une fois que le propriétaire a abandonné, dans les mains il appartient à celui qui est dans ses mains, c'est-à-dire le voleur. Et ben même là-dedans, ouais, après Youch, il sera, considéré encore comme avec cette infirmité, et donc tu ne pourras pas l'amener pour faire une mitzvah. Donc, alors, ça c'est donc ce qui ressort de la juxtaposition du terme gazoul et pisser. Ouais. Maintenant, ça veut dire que de façon éternelle, le gazoul il est foutu. Alors la morale demande, biche la malifeniouche. J'arrive à comprendre, tant que le propriétaire n'a pas abandonné, Adam qui écrive Miken, Amarachamana. La Torah a précisé, lorsque tu amènes un korban, il faut que tu amènes un korban Miken de toi. C'est-à-dire que Adam qui écrit Miken, ça veut dire c'est quoi de toi? Ça veut dire que c'est le tien. Ouais. Donc ça, j'arrive à comprendre, tant que quelqu'un n'a pas abandonné, le propriétaire n'a pas abandonné l'objet, que si toi tu as volé l'objet et tu l'amènes, alors il y a un problème de Miken, c'est pas le tien. Velav d'idéou, c'est pas le tien. Et là, maintenant, imaginons que le propriétaire a fait Youch. Une fois que le voleur amène le korban à Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il amène, il est à lui. Le korban est à lui. Question. Ça va même 10 minutes. Pardon? Non, vas-y. ça va même. Pourquoi ça va même? L'objet est volé. Tu peux pas dire, mettons, je vais voler. Là, tu voles une banque, tu fais un braquage, 1 million d'euros, tu prends, tu attends un mois, ou mettons 2 ans, 3 ans, ils ne trouvent pas, ils ont abandonné. Ouais. Il est à toi, non, c'est pas possible. Enfin, ça revient même. L'original propriétaire qui lui a abandonné, d'accord, c'est une affaire. Ouais. Donc lui, il ne pourra plus le récupérer. Ouais. Mais le voleur en question, lui, ça reste toujours son problème. Une fois que le propriétaire a abandonné, il est dans les mains du voleur et c'est à lui. Je ne dis pas qu'on a le droit de voler, on n'a pas le droit de voler. Une fois qu'il a fait ça, au niveau technique, c'est le sien. Il n'y a pas, c'est pas moral, mais il n'y a pas un problème du fait que c'est pas le sien. Encore une fois, quand on vole, le propriétaire n'a pas abandonné, tu n'as pas amené quelque chose à toi, donc c'est pas un korban. Korban, ça doit être à toi. Maintenant, s'il a fait abandonner, en amenant le korban, c'est le mien. Mais je suis le voleur, mais c'est le mien, c'est à moi. Donc il n'y a pas un problème technique du fait qu'il faut amener un korban à soi. D'accord? Donc la Gemara elle demande, puisque après l'abandon du propriétaire, c'est le mien,
Donc à partir de ce moment-là, j'arrive pas à comprendre pourquoi le verset nous dit non, non, non. Un objet volé, c'est comme l'infirmité d'un boiteux. Mais je comprends pas, ça dépend. L'infirmité d'un boiteux, effectivement, ça bouge pas, mais l'objet volé, lui, il va avoir un changement propriétaire. C'est-à-dire, il y avait un problème de la reine qui n'existe plus maintenant. Donc j'arrive pas à comprendre. Ah, Kanye Beyouch, donc tu vois bien que normalement, il a acquis l'objet Beyouch, donc c'est le sien. Et là, avait donc forcément, Meshub Davenem, il disait vrai, donc forcément, ce qui justifie la juxtaposition du pisséar, du boiteux avec le gazoul, c'est que fondamentalement se greffe un nouveau dossier qui n'est plus un problème de propriété, mais un problème de la faute morale qui s'appelle pas que tu as volé, c'est un problème. Le fait que on ne fait pas une mitzvah qui vient par une avéra. C'est pas possible, c'est un problème. Donc voilà un petit peu ce que dit ici la Gemara. Je continue dans la Gemara. Ramar Rabbi Yochanan, Mishou Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïdirtiv, qui ani Hashem oev mishpat sonne gezel be'ola. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Je suis l'Éternel ton Dieu. Oev mishpat, qui aime la loi, le droit. Sonne gezel be'ola, et qui haït le vol be'ola dans vos holocaustes, dans vos sacrifices. La Gemara amène un machal. Machal le meler basar vada. Une parabole, une allégorie. Machal le meler basar vada. Shaya over al bet ameches qui passait devant le meches, devant une douane. Donc imaginons qu'il y avait un roi qui passait avec ses serviteurs devant une douane. Amar le avdav, il vient de droit, donc va dire à ses serviteurs, Tenu meches les mouchassim. Payez la taxe à la douane, au douanier. Amroulou, donc ses serviteurs lui disent je comprends pas. Ça n'a aucun sens de payer, de prendre de l'argent de toi, le roi, de le donner à la douane, mais la douane c'est à toi. Donc ça va revenir à toi, donc finalement tu n'as rien fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que le roi lui-même se mette à payer, les impôts. Puisque tous les impôts reviennent à lui, donc ça n'a aucun sens. Amar la il répondit le roi, Mimini, il est médocol au vrai drachim. Non, j'ai envie que tout le monde apprenne de moi. Tous les gens qui m'observent vont apprendre de moi. Et qui ne vont pas commencer à frauder le fisc. Je veux qu'ils prennent exemple sur moi, que même moi je paie mes impôts de façon à ce qu'ils évitent de frauder. Af Akadosh Baruchu Amar, de la même façon, c'est la parabole. Maintenant, quelle est l'idée qu'il faut attraper ici? Ani Hashem Sone Gezel Be'ola. Moi, j'ai une haine profonde lorsqu'un individu m'amène un korban qu'il a volé. De moi, ils vont apprendre, ça veut dire que... C'est quoi la logique ici? Lorsqu'un individu va voler une vache pour l'amener à Hachem, en fin de compte, il n'a rien fait. Parce que tout appartient à Hachem. Il a juste remis à la place d'Hachem. Donc finalement, on peut... Non. Je veux que les choses se fassent de la façon la plus belle. On va faire comme si la vache qui a été volée n'a jamais... Enfin, la vache... Que toi, le voleur, t'es en train de dire, de toute façon, mais... tout appartient à Hachem, donc il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de propriété dans le monde. Réponse non, on fait comme si. On fait comme si, de telle façon à ce que, les gens n'amènent pas quelque chose de volé. Donc voilà un petit peu la structure essentielle de la Gemara. On est clair jusque-là ou pas? Je répète. C'est comme Hashanaim, Shanaim, Hashem, Aref, Natan, Adam. C'est-à-dire que quoi? Que tant qu'on n'a pas fait la bracha, par rapport à la Gemara dans Brachot, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est la même idée que... Ouais, tout appartient à Hachem, seulement il y a une sorte de visa. Alors, là-bas, pour la Brachot, c'est des visas, la Brachot, et là, c'est la prétendue propriété des gens. Ouais. Quand un individu a quelque chose qui est à lui, dès que tu le prends, bien qu'il n'y a rien qui est à lui, en fait, c'est Hachem. Mais dès que tu le prends, c'est pas que tu prends Hachem, tu prends à lui. On fait comme si. D'accord? Ça, c'est donc la structure de la Gemara. Je répète, la Gemara, après appui sur un digne de la Mishnah, donc la loi de la Mishnah qui vient rendre pasoul le lulav agazoul, donc le lulav qui a été volé est impropre. La Gemara est intriguée par ce couperet de la Mishnah qui vient ne faire absolument aucune espèce de distinguo, alors que je comprends que le premier jour, quelque chose qui a été volé n'est pas la propriété du voleur, et donc, alors il y aura un problème de l'achem ou le cartem,
Tiku Kartem Lachem Bayom Arishon. Vous prendrez pour vous le premier jour. Mais pourquoi tu veux disqualifier un loulav volé le deuxième jour dans la mesure où il n'y a pas de problème de lachem? Là-dessus, la Gemara va répondre en disant certes il n'y a pas un problème de lachem le deuxième jour puisqu'il n'y a pas de lachem, mais en revanche il y a un principe qui sous-tend le coup près de la Mishnah qui vient dire que un loulav volé est toujours interdit quel que soit le jour. Eh ben, c'est le principe de mitzvah abavera, une mitzvah qui est accompagnée, qui vient à l'issue d'une avera, et ça c'est un problème. Là-dessus, la Gemara, c'est le principe qui a été jeté, et qui va, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, donc il va nous donner des appuis au niveau d'un verset, et au niveau d'un machal, d'une parabole. L'appui au niveau du verset, c'est le fait que dans le verset, on est, jouxté à la fois le pisséar et le gazoul, et a priori, il n'y a aucun rapport, puisque le gazoul, il y a deux niveaux dans le gazoul, dans le volet. Il y a avant Youch, après Youch. Avant Youch, je comprends en fait qu'il est, il est pas dans, il y a un problème de l'arem au niveau du voleur. C'est-à-dire le voleur, c'est pas à lui. Donc il amène quelque chose qui n'est pas à lui. Donc ça n'a aucun sens. Il ne peut pas amener. La Torah dit, Adam qui écrive Mikem, tu dois amener quelque chose qui est à toi. Et là, c'est pas à toi. Mais imaginons que le propriétaire a fait abandonner l'affaire. Il a lâché l'histoire. Une fois qu'il a lâché l'histoire, donc le korban appartient au voleur. Une fois qu'il n'a pas de voleur, il peut très bien l'amener. Ah, pourquoi tu me dis qu'il ne peut quand même pas l'amener? Il n'y a pas de problème de la réponse, il y a un autre problème qui se greffe. Le problème, c'est mitzvah abba be'avera. Voilà donc un petit peu la source de cette logique qui était amenée, ces enseignements qui étaient amenés par Rabbi Shimon bar Yochai à partir du verset. On va rapidement lire Rashi pour ensuite essayer d'amener les choses en frontal, en contradiction. Alors, je vous rappelle donc Rashi, je les ai marqués en gras, quand tu les Rashi. La Gemara a demandé, je comprends pas, la Mishnah, tu tranches comme ça, peu importe le premier jour, peu importe le deuxième jour. Alors il dit, premier jour des Chiyuv Amidoraita, le devoir d'amener le lulav, il est Chiyuv Amidoraita. Ouais. Et l'Oshana B'Yom Tov Sheni, le deuxième jour, des Lité Benetilat Lulav et l'Amid Rabbanan. Il dit que le deuxième jour, c'est important ce que dit Rashi, le deuxième jour, le devoir d'amener le lulav n'est que une injonction d'après les Chachamim, les rabbins, mais pas d'après la Torah. Des Beyom Arishon Kativ, il y a marqué donc la mitzvah lulav n'est que limitée au premier jour. Le deuxième jour, c'est déjà plus. La Torah qui demande, c'est les rabbins. Maintenant, la Gemara va répondre en disant en fait il y a un problème de mitzvah bavera et on va amener un verset chez Neymar ve'evetem gazoul. Vous amènerez, il est bien écrit, vous apporterez le volet. Des ashkachan kra des oser les avi mitzvah bavera. Tu vois bien qu'on a carrément un verset, on a une source biblique du principe de mitzvah abba bavera, une mitzvah qui est qui vient à l'issue d'une avéra. Alors, là, le pasuk va nous mettre en parallèle à la fois le boiteux ainsi que le volet. Et qu'est-ce qu'il dit? Ma pisser en le takana. De la même façon que le boiteux n'a pas de takana, les achazman, la krivo, ça veut dire, tu vas pas attendre des années, tu pourras rien faire de cette bête. C'est foutu. Share munkavo olamitu, car il a en lui une infirmité éternelle. Av gazoul, la façon gazoul, yel final miné, on apprend de là, puisqu'ils sont un à côté de l'autre, des elotakana la chazman. T'as beau attendre, il n'y aura jamais rien qui change. Donc c'est ça le point commun entre le boiteux et le gazoul. Le boiteux, il est éternellement boiteux, donc inapprochable. Et on vient de dire, et le gazoul, il sera aussi éternellement irapprochable. Je comprends pas, attends, au bout d'un moment, les gens, ils lâchent l'affaire. Donc tôt ou tard, il reviendra dans la propriété il viendra dans la propriété du voleur. Donc pourquoi tu le damnes de façon éternelle? Va faire le Beyouch. Réponse, parce qu'en fait, c'est pour te montrer qu'en fait, que même après Youch, il y a un problème. Alors quel est le problème? Réponse. D'accord. Dernière chose, la Gemara a amené un machal, parabole, en disant, il est sonné Gezel Be'ola. Be'olot shatem mevi'im li, donc explique Rashi, tous les holocaustes que vous m'amenez, ani sonné et gezel. Je ne supporte pas le gezel, chez atem goznimotam, lorsque vous les volez. La falpi, chez akol, chez les bien que tout m'appartient. Ve'af mitrila, chez liaïta. Et même depuis le début, ça veut dire, c'est ça en fait, ce que je vous ai dit oralement, Rashi te dit, quel est l'intérêt de ce machal? L'intérêt de ce machal, cette parabole, c'est de dire que finalement le voleur pourrait argumenter en disant mais je comprends pas, il n'y a rien qui appartient à personne. Donc en deux mots, dans la psychologie du voleur, il n'y a pas de notion de lachem. Donc je peux faire fi du lachem. Il n'y a pas de propriété, puisque tout appartient à Hachem. Mais il dit non, il dit bien que tout m'appartient, donc tu pourrais dire qu'il n'y a pas de vol donc.
Il y a juste une redistribution. Réponse non. Avmitri chez lui, bien qu'au début c'était à moi, quand tu as volé, j'appelle ça que tu as volé de quelqu'un d'autre et pas de moi. D'accord? On fait comme ça. Maintenant, jusque-là, c'est la Gemara ici qui nous a amené donc un principe qui s'appelle mise à valeur. J'ai juste une question en fait. Qu'une seule question, Ariel, vraiment une question. C'est que pour le Yehush, Ouais. de toute façon, s'il n'avait pas volé, de toute façon, ça serait jamais venu chez lui. Indépendant, ça veut dire, on dit que Yehush, ça pourrait résoudre le problème. Ouais. Mais en fait, non, parce que s'il l'avait pas volé, si c'est Shimon qui a volé à Reuven, s'il Ouais. l'avait pas volé, de toute façon, ça se serait jamais retrouvé dans sa propriété, sous le lave. Donc, indépendamment du fait qu'il y a Yehush ou pas Yehush, le problème de propriété, ça va pas. J'ai pas compris. Si, parce que tu travailles avec le temps. C'est toi, tu pars du principe que dès le moment où il a été volé, qu'il y ait Yehush après ou pas, il a été volé. Oui. Or, on peut raisonner autrement, c'est-à-dire on peut dire s'il y a Yehush, puisqu'il n'y a plus de propriété, il n'y a plus de vol. Ah non, mais c'est facile l'histoire. J'ai pas suivi. Yehush ou pas, de toute façon, ça change rien. Pourquoi? Bah, puisqu'il l'a volé quand même. Et là? Non, mais s'il n'y a pas le principe de mitzvah babavera, Oui, mais même. oui, il y a changement. Non, mais il y a changement, mais s'il l'avait pas volé, Ouais. il se serait jamais retrouvé dans sa propriété. Mais on parle d'un cas où il a volé, j'arrive pas à comprendre. On parle d'un lolav gazoul. Oui, Donc qu'est-ce qu'on fait avec un lolav gazoul? On peut l'agiter, monsieur le rabbin, ou pas? Réponse jamais. Pourquoi jamais? Il a fait Yehush. voilà. Oui, je peux la rajouter. Réponse non, il y a un autre principe. Oui, mais comment est-ce que sous le lave, c'est-à-dire, il est Reuven arrivé, vol. Reuven, Shimon. il est arrivé dans les mains de Reuven parce qu'il l'a volé. Oui. Il a volé. Il est allé à la librairie, il a volé, il a piqué. Le magnifique étrange, il a pris, il a piqué. Il va voir un rabbin, il dit voilà, écoute, est-ce que je peux tuer par rapport à ça? Ouais. Alors, normalement, un rabbin, s'il n'est pas crapuleux, il ne doit pas répondre à une question pareille. Mais bon, disons qu'il est tombé sur un rabbin crapuleux et qui lui dit écoute, mon vieux, et il dit mais et je sais que la librairie a une statistique de vol qui fait c'est sûr qu'elle a fait Yehush. Elle va pas courir après moi. Donc c'est à moi. Alors il dit oui, c'est à toi, mais désolé mon vieux, je ne devrais pas répondre à cette question, mais je te réponds quand même. De toute façon, t'es foutu, même le deuxième jour, parce que c'est mis à la. Oui, non, mais oui, je me suis mal exprimé. Alors j'ai pas compris. Ouais. C'est de la même manière qu'on a dit de pisser à. De toute façon, lui, ça va Ouais, pas. c'est foutu. Ouais. C'est foutu. Donc Gazoul aussi, de toute façon, c'était fichu depuis le début, indépendamment du Yehush. Pourquoi est-ce qu'on amène le Yehush ici? Non. Parce que j'aurais pu penser que le problème des corbanotes, c'est un problème de la reine. La juxtaposition avec Pisséar me renseigne sur la dimension éternelle. Si on n'avait pas mis l'un à côté de l'autre, j'aurais dit qu'après Yehush, c'est tranquille. Mais surtout comment Maintenant, ouais, au moment où Kevin. on évoque le Yehush, on n'a pas encore exprimé toute l'histoire avec le fait qu'une fois qu'il est volé, il reçoit la tare de l'objet volé. Du coup, on On aurait ne connaît pas Mizavavera. On ne connaît pas. Voilà, c'est ça. Du coup, avant d'évoquer, voilà, on aurait pu penser que. Regarde, s'il n'y avait pas eu un verset qui avait mis un à côté de l'autre, le Pisser et le Gazoul, c'est-à-dire, en deux mots, quelle est la pertinence de nous faire un listing des problèmes? PCA, Gazoul, ouais. Quel est l'intérêt de mettre un à côté de l'autre? Il y a quelque chose à exploiter, c'est-à-dire que de la même façon que le boiteux il est foutu éternellement, de la même façon le Gazoul il est foutu éternellement. Or, On s'arrête là. non, tu sais quoi, Gazoul est fichu éternellement. C'est pas vrai, monsieur le rabbin. Si il y a eu un Yehush, s'il n'y a pas eu Yehush, je suis d'accord avec vous, mais au bout de 100 ans, je vais même dire que les petits-enfants des héritiers sont encore en train d'attendre leur loulave. Donc c'est sûr qu'il y a eu au bout de 100 ans un Yehush. Donc quel est, monsieur le rabbin, le problème? Ouais. Vous pouvez vous répondez pas. Ouais. Réponse, parce que mon ami, à part le problème de la propriété, tu peux avoir une propriété totale de l'objet, un usufruit, tout ce que tu veux. Mon vieux, il y a un problème. Il y a une tâche dans ce corban. C'est quoi dans ce lave? C'est quoi? Historiquement, il y a 100 ans, il a été volé par ton arrière-grand-père. C'est qu'il est sec en fait, maintenant, c'est pour ça. Au bout de 100 ans, t'as raison, il est sec. Ouais, non, on l'a mis dans de l'eau. Très juste, d'accord? C'est bon ou pas? C'est ça, en fait, le génie de la juxtaposition, comme ça qu'on prend Rabbi Shimon Bar Yochai, la lecture du texte. Ouais. Vous voyez, la Torah est tellement infinie que, enfin, il y a tellement de profondeur qu'en fait, on va pas mettre des listes, un listing. C'est pas un listing, il y a quelque chose après. Jusque-là. Moi j'ai des questions, mais je veux pas allonger le temps s'il n'y a pas le temps. Je demanderai après. Peut-être on laisse un peu après, si t'en veux pas? Avec plaisir. Viens, on va essayer de voir un petit peu ce qui se trame dans la suite. Alors maintenant, je l'amène ici, donc la Gemara c'était Kaftet, Amoudbet, Lamed, de Souka. Maintenant, je l'amène une deuxième Gemara
qui parle cette fois-ci plus du loulav mais de la souka. On est resté un petit peu dans la même famille, dans le même automne. Ouais. Alors, il y a un passouk dans la Torah qui vient définir l'obligation de constituer, de construire, en tout cas, si ce n'est de construire, du moins, de vivre dans une souka pendant 7 jours historiques. Donc, le texte de la Torah te dit Chag asukot ta'aseh lecha. Je suis dans le 3e cadre. Chag asukot ta'aseh lecha shivat yamim. Tu te feras, comment dire, une souka shivat yamim 7 jours. Tu te feras. Tu te feras, pas tu feras, mais tu te feras. Tu feras, tu te feras. Alors, les Chazal, Ramim, il dit c'est quoi ce lecha? Tu te feras. Lecha c'est à toi. Ça veut dire, aou limouté, aou mibaïle limouté gzula. La Gemara dans la tête, dans ce cas, va dire pourquoi lecha? Alors c'est classique lecha. Lecha c'est-à-dire pour éviter le gazoul. Pour éviter quelque chose qui a été volé. Donc sous-entendu, si manu militari, tu prends un bonhomme qui a fait sa souka et tu le vires de là, ou bien manu militari, tu lui piques ses trucs et tout, et tu te fais ta souka tranquillement. Voilà. Même bonhomme, au lieu de planter le loulav, il va planter, il va acheter toute sa souka, il va voler toute la souka. Ouais. Alors là, le texte de la Torah te dit Lecha, c'est à toi, tu peux pas voler mon frère. T'as pas le droit de voler. Tu peux pas. Donc ça c'est, comment dire, ce que dit le texte de la Gemara. Les tosafistes en bleu, vous voyez ici en bleu, ils viennent exploiter cette dracha, cette lecture du verset de Lecha, de la façon suivante. Mibaele, donc j'ai repris l'expression Mibaele, l'imutexula. Donc le Lecha il est là pour t'empêcher, comment dire, pour te dire que tu ne pourras pas être quitte à partir d'une souka que tu as volée. Tu veux pas, ça marche pas. Taïma, dit Tosfot, Taïma ça veut dire étonnant. C'est étonnant. Tipoukle, Mishum Davele, Mizavavada. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Regarde un peu la subtilité de Tosfot. Qu'est-ce que tu as besoin de un verset spécifique qui vient te dire que tu ne peux pas être quitte d'une souka qui est volée? Tu peux pas, ça marche pas. Tu sais, et d'où je sais, parce qu'il y a marqué Lecha. Mais même s'il n'y a pas marqué Lecha, on a appris un principe ici que mitzvah abba be'avera, ça marche pas. Lorsque ta mitzvah se réalise en passant par une avera, comme un vol, ça marche pas. On a vu que le lavagazou, il n'est pas sous. Ouais, on a vu. Donc qu'est-ce que tu as besoin de t'encombrer dans la Torah à rajouter lecha tasuka? Alors que c'est une évidence, parce que si tu la voles, c'est foutu. Alors, tes mains, petit bouclier, pardon. Mishum de la mitzvah babavera. C'est une mitzvah babavera. Des miaï ta'ama pasinan etrog à gazoul. Et le principe de mitzvah babavera, c'est ça qui permet de rendre impropre un etrog à gazoul, un etrog qu'on a volé. Bayam tov sheni. Le deuxième jour, c'est le premier jour, il y a un problème de la reine. Mais le deuxième jour, alors, il y a un autre problème qui n'est pas la reine, mais le fait que c'est mitzvah babavera. Les kaman beresh lav gazoul daf kaftet amudbet. Point. Continue Tosfot. Ou ba'ish ma'ata gufa kasha. Donc, il dit premier des problèmes, j'ai un problème de Gemara. On a un principe dans la Gemara daf kaftet, que quoi que mitzvah babavera fait en fait que même si la chose est à toi, quand tu as fait une avera sur la chose, tu ne peux pas l'utiliser pour mitzvah. Donc pareil pour la souka. Donc du coup, je n'avais pas besoin du lecha. Deuxième question, j'ai un problème interne, problème de logique interne, gufa. Ou ba'ish ma'ata. Et dans cet même enseignement, gufa kasha, j'ai un problème. Des Kahamar, on a dit là-bas, Bishlama beyom tov rishon bainan lachem et shelachem. Donc on a repris la démonstration de la Gemara. Donc la Gemara elle avait dit la chose suivante, ça va bien le premier jour, bainan lachem et shelachem, on a besoin que ce soit à toi et c'est mishelachem, c'est-à-dire à toi, c'est-à-dire de toi, qui viennent de toi. Et la beyom tov sheni, mais le deuxième jour dit la Gemara, ama, et pourquoi? Pourquoi j'ai besoin? Ou meshane, mishum de la vede mitzvah babavera. Et la Gemara donc a répondu, ce qui justifie donc le fait que la Mishnah a tranché en disant un loulav est toujours interdit. Premier jour ou deuxième jour, peu importe. Premier jour parce qu'en fait c'est pas la reine, et deuxième jour parce qu'en fait mitzvah babavera. Et donc ça c'est comment dire, la démarche de la Gemara. Comment dire? Ve'ashta. Et si c'est comme ça, maintenant. Imken lamali lachem mishelachem. Demande Tosfot. Pourquoi tu as eu besoin de ulkarten lachem? Pourquoi tu as eu besoin de préciser? J'ai un document là. Pourquoi j'ai eu besoin de préciser
lachem miché lachem. Par rapport donc au lulav. Même question. Ça veut dire que une fois qu'il existe un principe qui s'appelle mitzvah abba be'avera, je suis sûr que c'est la question de l'IO ça. Il y a un principe, donc maintenant, tu n'as plus besoin de dire lulav à lulav à gazoul, il est interdit parce que le premier jour c'est lachem et le deuxième jour c'est mitzvah be'avera. La mitzvah abba be'avera explique les 2 jours. Vous comprenez, c'est-à-dire que, je répète, on a dit comme ça, le premier jour je comprends parce que c'est lachem, il y a marqué lachem, mais le deuxième jour, tu n'as pas besoin de lachem. Donc je peux, réponse non, mitzvah be'avera. Maintenant, une fois que tu as le principe de mitzvah be'avera, ben ce principe, il te explique pourquoi le premier jour tu peux l'utiliser. Donc du coup, tu n'avais pas besoin de marquer dans la Torah le cas de lachem. C'est que la question qui pose ici sur l'écha, en fait, c'est une question, c'est une pierre de 2 coups. Si j'ai le principe de mitzvah abba be'avera, j'ai plus besoin nulle part, dans la Torah quelque part, de marquer l'écha à toi. Parce que si c'est pas, comment dire, si tu l'as volé, eh ben tu seras sous le coup de mitzvah be'avera, donc tu as besoin de marquer l'écha. Et à moins que tu me dises, au miwatam, cependant là-bas, il kaleshune, non, je peux encore expliquer. Je peux encore expliquer la justification de la Qu'est-ce que tu veux dire, vas-y Victor? Pour le lachem, ça ne justifie pas pour expliquer le prêt. Exactement, ce qu'il dit à Tosfot, Kradakovarour, t'as anticipé Tosfot. Au miwatam, il kaleshune, il dit non. Je suis d'accord que là-bas dans l'histoire du lulav et du etrog, j'ai besoin de marquer lachem pour t'exclure l'emprunté. Ça veut dire, lachem est pas un emprunté. Je peux pas demander à Ariel, prête-moi le premier jour ton lulav que je suis plus cette kid. J'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut que ce soit le tien. Et le tien c'est pas simplement qu'ils ne sont pas volés, il faut qu'ils soient même pas empruntés. À toi, ta propriété. Donc ça j'arrive à comprendre pourquoi on a marqué lachem. Ça justifie. Mais ici, aval gabé souka. Mais ici tu vas me dire la même chose, tu vas me dire. On a marqué Sukkot, Chag Sukkota, c'est lecha, pas pour t'exclure le vol, parce que le vol déjà je savais par mitzvah be'avera, mais le lecha est là pour t'exclure lorsque j'aurais emprunté une soukha. Peut-être c'est ça. Et donc ça justifie l'écriture du lecha. Qu'est-ce qui t'embête, Victor? Non, c'est juste même pas qu'on peut emprunter. Si en gros tu vas chez des voisins, mettons, tu vas avec eux, ça veut dire. Ouais. Tu empruntes, sans demander la permission. Enfin. Non, alors c'est pas un vol, ouais, tu. Enfin, tout le monde fait ça maintenant. Alors, et pourquoi tout le monde fait ça? Qui t'a dit que c'est permis? Il y a marqué l'écha, mon frère. Il y a marqué l'écha. Tu vas à la synagogue, bon, Mais qui t'a dit? Mais qui t'a permis? Réponse de Sot. L'écha, les chiluachis. On peut pas dire la même chose. On peut pas dire ici que le l'écha est là pour expliquer, pour exclure Shaoul. Pourquoi? Pas parce qu'en fait on fait ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les rabbanim de Amré, les kanan perikayashan, des adam yotzei des chovato besuka shel chavero. Il dit que quoi que on sait qu'un individu, tu peux, comme tu le dis très justement, on a le droit d'aller partout. N'importe quel tu peux être, tu sais pourquoi. Et d'où je sais. C'est sur deux. C'est Venaf Kaleu médiative. Kol Aezra Be'Israël Yeshvu Besukot. Il y a un verset qui dit comme ça la chose suivante. Kol Aezra, tout citoyen, Be'Israël, tout citoyen juif, Yeshvu Besukot devront demeurer résider dans une soukha. Maintenant, les Chazal disent, ça veut dire quoi? Chez Kol Aezra. Kol Aezra, ça veut dire tout citoyen. Alors, les Chachamim, ils disent, c'est pas tout citoyen. Ouais, quel que soit le citoyen, non. C'est tous les citoyens dans une seule soukha. Tous les citoyens seront. C'est-à-dire que le verset est venu te dire que l'emprunt est de mise. L'idéal, c'est que tous les juifs dans la même soukha. Ouais. Donc, mais la mettre chez Kol Israël, Réouli, Michel Besouka. Tout le peuple juif est susceptible d'être dans une soukha. Comment c'est possible? Forcément par le biais du prêt. Ouais, parce qu'il n'y a pas. Comment dire? T'es obligé. Si on est tous dans une soukha, c'est que forcément il y a un propriétaire et des emprunteurs. Donc ce verset t'indique, fondamentalement, que une soukha empruntée est une bonne soukha. Donc si c'est ça, alors pourquoi t'as marqué l'Echa? Tu vas me dire pour voler, mais pour voler, je savais. Veillez Shomar. Ouais, donc vous découvrez le problème de Tosfot. Ouais, veillez Shomar. Des tam des mitzvah baba avera. Il dit donc que Tosfot peut-être que le principe de mitzvah baba avera, l'ave de Raïta et la Minarabana, n'est pas un principe thoraïque, mais c'est une invention des rabbins. Ouais, c'est les rabbins qui sont venus mettre en place un principe moral de mitzvah baba, c'est-à-dire je reprends le bilan des courses. Jusqu'à présent, on pensait que c'était de l'ordre de la Torah. La Torah proscrit de façon véhémente
comment dire, une fois qu'un individu a volé, elle proscrit le vol, mais une fois qu'il a volé, elle proscrit le profit de ce vol. C'est-à-dire pas simplement le recel, mais elle proscrit aussi d'utiliser l'objet pour faire. Je peux penser comme ça. Elle t'empêche d'utiliser les choses pour. Parce qu'en fait, il y a un principe mitzvah avera. Tu veux pas une mitzvah avec une avera dans les mains, c'est pas possible. Ouais, pas possible. Ouais. En tout cas, tu peux faire des bêtises et ensuite faire de la spiritualité, mais pas avec le même objet. Ouais. Un bonhomme, il peut faire des bêtises. Ouais, il peut prendre sa voiture Shabbat, puis ensuite aller à la choule. Mais il rentre pas avec sa voiture dans la choule. Pour faire de la catégorie, il arrive avec sa Vespa. Il peut pas. Oui. Ouais. Je me donne une image. Tu peux pas. Donc, jusqu'à présent, on pensait avant Tosfot qu'il y a un principe de la Torah qui dit que mitzvah avera c'est interdit. Sauf que Tosfot arrive avec son microscope, son esprit analytique, et il va dire la chose suivante, c'est quand même bizarre. On nous a, dans le Daftet, exclu une souka lorsqu'elle est volée. T'as empêché de, comment dire, à cause d'une dracha d'un passou qui s'appelle l'Echa. Mais j'ai envie de poser la question. Tosfot dit, mais le l'Echa est en trop. Pas besoin du pasouk pour m'interdire le vol. Puisque je sais que de toute façon, une souka qui est volée, il y a un problème de mitzvah avera, c'est une mitzvah qui vient avec une vara, donc c'est interdit. Donc le l'Echa était en trop. Et puisque un mot ne peut pas être en trop dans la Torah, on arrive à dire Tosfot que forcément, d'après la Torah, le principe du mitzvah avera n'existe pas. L'invention rabbinique. D'après la Torah, il n'y a pas un problème. D'après la Torah, de prendre le lave, une fois qu'on l'a volé, d'utiliser pour. On a l'impression que Rabbi Shimon il ramène une source de la Torah. Très bonne question, merci Victor, je vois que c'est on suit. Et je comprends, il y a un passage. Réponse, les UL. C'est même pas les Sparta, c'est pire que ça, Rabbi. Parce que le passage que je vous ai amené, je vous l'ai caché exprès pour qu'il y ait un peu de suspense. C'est pas un passage de la Torah, c'est un passage du Nar. D'accord? Donc c'est même. On peut s'en sortir comme ça lorsqu'on a un vrai passouk de la Torah, tu dis c'est juste un appui, mais c'est pas ce que dit le passouk. Mais là c'est pire, c'est même pas la Torah, c'est le Nar. Donc en fait, c'est une idée qui est marquée dans le Nar. Alors je sais pas si elle jaillit du Nar, ou bien on s'appuie sur le Nar, donc sur les prophètes ou les hagiographes, mais c'est pas toraïque. Et comme c'est pas toraïque, donc ça peut être les Chachamim, les rabbins qui ont inventé ça. Donc ça c'est, comment dire, la confrontation des deux Gmarot fait dire à Tosfot que ce principe qu'on a manipulé jusqu'à présent est un principe qui est inventé par les Chachamim. J'ai deux questions. Ah, ça progresse, c'est bien. Vous savez comment on progresse rapidement, tel lui. Et comment c'est pas une question, il était de deux questions. C'est que dans le... j'ai pris la place de quelqu'un? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, t'as deux questions, c'est génial. C'est que dans la Gemara en haut, la première Gemara, ouais. On dit bien et la lave Mishum Davele Miswa Baaba Avera. Ouais. Point. Et après, Vama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Maï Dirtiv, etc. Ouais. Mais c'est pas. J'ai l'impression que ça vient quand même de la Torah. On dit Mishum Davele Miswa Baaba Avera. Et après, Rabbi Shimon Ben Yochai, il part, il dit Maï Dirtiv, c'est quoi ce pasouk? 2 secondes. Alors je te réponds. Parce que c'est un principe Misabavera qui explique quoi? Que j'ai pas le droit de voler un loup là. Non, ça c'est sûr que tu n'as pas le droit de voler. Que je peux pas, et tu le sais avec un loup volé. Quel jour? Le premier. Non, le deuxième. Le premier savait. Le premier savait. Oui. La question c'est le deuxième. La question de la Gemara c'était pourquoi tu dis que le il est pas saoul? Rentre un peu dans les détails, ça dépend. Premier jour j'entends, deuxième jour je comprends pas pourquoi. Réponse. Parce qu'il y a un Misabavera. C'est quoi ces Rachamim? Les Rachamim, ouais, t'ont empêché d'être quitte, bien que la Torah, t'es quitte après la Torah. Les Rachamim, ils enlèvent, ils disent à la chaîne, non, tu comptabilises pas ça comme une mitzvah. Mais la Torah, le premier jour, il lave à gazoul, je suis pas quitte. Ça parce qu'il a marqué la Rachem. Ouais. Mais il n'a pas marqué la Rachem. Alors qu'est-ce qui reste? Misabavera, c'est les Rachamim qui ont inventé ça. Et alors comment on explique le Chagaskot, c'est le Cha? L'Echa, ça veut dire, c'est pour exclure, comment dire, gazoul. Et donc dans ce cas-là, on en revient à ce qu'on dit. Si j'exclus Gazoul, j'exclus pour tout. C'est écrit une fois dans la Torah, j'ai un pasouk maintenant, et c'est plus la peine que de l'écrire nulle part. Tu n'es pas obligé de faire la même interprétation sur tous les dechas de la Torah. J'ai pas compris, tu peux répéter la question? Chagasgota, c'est le Chagasyamim. Ouais. De là, la Gemara elle dit Haoum Bayele le Miouté Gzula. Gzula. Tu demandes Misabavera, réponse, mais ça c'est Ramim qui interdit. Alors comment on explique le Cha? Mais parce qu'il faut me l'enseigner. Il n'y a rien qui peut m'expliquer. Pourquoi c'est interdit de voler? Enfin, non, c'est interdit de voler. Une fois que c'est volé qu'il a fait Youch. Pardon, Echida, excusez-moi. L'Echa, pour exclure l'emprunt. Non, et même du coup, puisqu'il n'y a pas de Misabavera, donc c'est pour exclure et l'emprunt, excuse-moi, et le vol.
Pardon, Mérida. La souka, c'est permis de l'emprunter, quand l'Ezra. Donc l'Echa, pour dire que tu peux pas voler. Parce qu'il n'y a pas de Zavavera. Donc si tu n'as pas dit l'Echa, je pourrais voler. Et donc on explique bien le mot lecha en disant le miuté xula. Oui. Bah, et qui explique ça? Enfin, c'est mis la Torah. La Torah. La Torah explique. Bah, voilà. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on n'extrapole pas à tout. Comme on a dit, j'ai une seule fois un enseignement dans la Torah, on va pas me le répéter partout. Non, non. Il y a partout, il y a des Lecha. Gedilim ta'aseh Lecha. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on veut toujours que tu t'appropries les choses. C'est toujours très souvent lié à un problème de Shaoul ou de Gazoul. Oui. Donc là, en l'occurrence, on a un Lecha dans l'Achem, dans le Lulav. Il y en a les choses, donc ça veut dire que le lendemain, tu peux prendre soit un emprunté, soit un volé. Il y a pas de souci. D'accord? Maintenant, l'Echa dans la truc exclut, cette fois-ci, pas emprunter et voler, mais que le voler. Donc le Lecha de la Souka, il exclut que le voler. Lorsque tu as un vrai foussa, tu ne peux pas être yotse. Demande Tosfot, mais pourquoi tu as besoin de l'Echa? C'est Bizavara. Non, parce que c'est Midera-Banan. Donc la Torah avait besoin de t'interdire une Souka volée. D'accord? Bilan des conséquences ou pas? Ça, c'est la compréhension de Tosfot. Ouais. Maintenant, on va attaquer un grand maître qui s'appelle le Meiri. Il est en France. Il vit en France, dans le sud-ouest. Meiri. Très grand maître. Alors, il dit comme ça. Il est confronté donc au même problème que Tosfot. Ouais. Même problème, c'est qu'il évoque la même contradiction de deux Gemarot. D'un côté, il y a un principe qui est sous-entendu, qui est sous-tendu dans la parade de Kaftet, Amoudbet et Lamed, dans l'Oulav Agazoul, qui dit que Mitzvah explique pourquoi le deuxième jour je ne peux pas prendre un Lulav Gazoul. Et de l'autre côté, je vois que quoi? Qu'on a besoin d'un passouk spécifique pour t'interdire une souka qui est volée. Mashma que le Mitzvah ne fonctionne pas dans la souka, donc il y a un problème. Tosfot a répondu des rabbins de Raïta, mais il répond différemment. Autre chose. Mais il dit la chose suivante. Et là, Shinireli. Shasuka eino yotse begoufa ou bekarka olam ou yoshev. Il dit, attention, il y a une nuance essentielle. Lorsque tu veux être quitte de la mitzvah de Souka, ce n'est pas en saisissant un objet. Tu ne, comment dire, le ofen à mitzvah, l'ofen à siat à mitzvah, c'est-à-dire la façon dont tu réalises la mitzvah n'est pas en prenant l'objet Souka, ou Bekarka Olam ou Yoshev. Il lui suffit tout simplement d'être dans l'atmosphère de la Souka. Il ne saisit pas la Souka, il ne fait que être à l'ombre de la Souka. Ouais, dans l'atmosphère, dans l'espace qui est créé par les dofanotes, c'est-à-dire comment dire, les murs, les parois, merci. Et là, chez Souka Makifato, juste la souka l'enrobe, l'entoure. Vechol shekana enba mishu mitzvah abba ve'avera. Et une fois qu'un individu l'aura acquis, c'est-à-dire qu'on est après le yush, ouais, donc le mec manu militari, c'est un mafioso qui respecte la souka. Il arrive, il dégage tout. Bien ça, pas mafioso, il a volé les parois, il a volé tout le sera, il a tout volé. Ouais. Et, comment dire, il se concerne sa souka. Et il sait que la personne a fait yush. Et bien, à ce moment-là, comment dire, là-dessus, attention, bien que d'après le Meiri, le principe de Midavara, c'est un principe de la Torah. Ouais, c'est un principe de la Torah. Et là, à ce moment-là, le nar est venu dévoiler ce principe de la Torah. Mais dans la souka, il ne s'applique pas. Parce que dans la souka, c'est quelque chose de, comment dire, tu ne saisis pas un objet qui a fait l'objet d'un vol, mais juste, tu profites de l'atmosphère sécrétée par l'objet. On va expliquer quel est le sens. Donc, Af Barishon, donc même si un bonhomme, le premier jour de Souka, il est marqué Lecha, il a volé toutes les paroles de la Souka, il s'est construit la Souka, eh ben, il ne sera pas quitte. Ava Lula, Begoufo Yutse, mais Lula, la façon dont tu réalises la mitzvah, c'est en saisissant l'objet. Veraoui les galgal à l'avdi mitzvah, et on peut, comment j'ai traduit, lui glisser le concept, lui faire glisser le concept de la mitzvah, ou qu'en machamou be Talmud Ma'arav, un petit peu comme on a dit dans le Talmud du Ma'arav, le Talmud de l'Occident. C'est quoi le Talmud occidental? C'est le Yerushalmi, puisque Bavli c'est à l'est et Jérusalem c'est à l'ouest. Donc, comme on a dit dans le Talmud Yerushalmi, Ma ben lulav les shofar, le Talmud s'avance dans une comparatif entre un lulav et le shofar. Lulav begoufa oyotse, le lulav quitte en saisissant le lulav.
Shofar, bekulo c'est le shofar. C'est pas le fait de saisir le shofar qui fait que tu es quitte. C'est le fait d'attraper le son du shofar. Ve'en bekol din gezel. Ça veut dire que si un individu va voler un shofar, il peut 100% être quitte par le son du. Je veux dire, mais en fait, comment dire, Youch ou pas Youch. Pardon? Même sans Youch. Même sans Youch, pas besoin. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu attrapes dans le shofar? C'est le son qui émerge. Donc, attention, le Meiri est en train de mettre en parallèle, comment dire, ce qui émane d'un shofar, c'est-à-dire le son, et sur le vol, c'est appliqué sur le shofar, mais pas sur ce qui sort du shofar. De la même façon, regardez un petit peu l'image qui est magnifique du Meiri, lorsqu'on a volé les parois, le sera, les trucs super chers et compagnie, il a tout volé, il s'est constitué sa propre soukha. Fondamentalement, ce n'est pas la soukha l'objet d'un mitzvah, mais fondamentalement, c'est l'atmosphère qui jaillit de ces parois et du toit qui constitue la mitzvah de soukha, et c'est de ça que je profite. Donc, de la même façon que je peux attraper un son qui est issu d'une machine volée, d'un chauffard volé, je peux attraper, je peux pénétrer l'atmosphère d'une soukha dont les parois sont volées, et là-dessus ne peut pas s'appliquer le principe de mitzvah abba be'avera. Donc on a ici une marloquette, diverses opinions, entre le Meiri et le Tosfot. D'après le Tosfot, le concept de mitzvah abba be'avera est un concept qui est issu d'une invention des rabbins. Voilà. Donc c'est une sorte de moralité qu'ils ont voulu mettre en place, mais la Torah n'a jamais dit ça. D'après le Meiri, qui est confronté au même problème que Tosfot, va s'en sortir en essayant de faire un distinguo extrêmement conceptuel entre ce qui s'appelle la façon dont tu réalises une mitzvah. Il existe des mitzvot qui nécessitent, comment dire, de saisir un objet, et là, à ce moment-là, si l'objet saisi est volé, eh ben, dans ta façon de réaliser la mitzvah, tu es passé à côté. Par opposition à une mitzvah qui s'appelle non pas de saisir un objet, mais de profiter de ce qui émane de l'objet. En l'occurrence, c'est un son du shofar, en l'occurrence, c'est une atmosphère, un espace. Et c'est ça, en fait, la nuance essentielle entre cette sugya ici et la sugya là-bas. En deux mots, dans un loulav, on peut parler de mitzvah babavera. Ici, dans la soukha, étant donné que c'est une atmosphère qui est sécrétée par des paroles, on ne peut absolument pas parler de mitzvah babavera. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un pasuk lecha qui vient me dire que si tu as volé, eh ben, ça ne fonctionnera pas comme le shofar. C'est le chidouche. Ouais. J'aurais pu penser que c'est comme le son du shofar. Réponse que c'est pas comme le son du shofar.